20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Première partie. Chapitre 4. Ned Land. Le commandant Farragut était un bon marin, digne de la frégate qu'il commandait. Son navire et lui ne faisaient qu'un. Il en était l'âme. Sur la question du cétacé, aucun doute ne s'élevait dans son esprit, et il ne permettait pas que l'existence de l'animal fût discutée à son bord. Il y croyait, comme certaines bonnes femmes croient au Léviathan parfois, non par raison. Le monstre existait, il en délivrerait les mers, et il l'avait juré. C'était une sorte de chevalier de Rhodes, un dieu donné de Gozon, marchant à la rencontre du serpent qui désolait son île. Ou le commandant Farragut tuerait le narval, ou le narval tuerait le commandant Farragut. Pas de milieu. Les officiers du bord partageaient l'opinion de leur chef. Il fallait les entendre causer, discuter, disputer, calculer les diverses chances d'une rencontre et observer la vaste étendue de l'océan. Plus d'un s'imposait un quart volontaire dans les barres de perroquets qui eût maudit une telle corvée en toute autre circonstance. Tant que le soleil décrivait son arc diurne, la mâture était peuplée de matelots auxquels les planches du pont brûlaient les pieds, et qui n'y pouvaient tenir en place. Et cependant, l'Abraham Lincoln ne tranchait pas encore de son étrave les eaux suspectes du Pacifique. Quant à l'équipage, il ne demandait qu'à rencontrer la licorne, à la harponner, à la hisser à bord, à la dépecer. Il surveillait la mer avec une scrupuleuse attention. D'ailleurs, le commandant Farragut parlait d'une certaine somme de $2000 réservée à quiconque, mousse ou matelot, maître ou officier, signalerait l'animal. Je laisse à penser si les yeux s'exerçaient à bord de l'Abraham Lincoln. Pour mon compte, je n'étais pas en reste avec les autres et je ne laissais à personne ma part d'observation quotidienne. La frégate aurait eu 100 fois raison de s'appeler l'Argus. Seul entre tous, Conseil protestait par son indifférence touchant la question qui nous passionnait et détonnait sur l'enthousiasme général du bord. J'ai dit que le commandant Farragut avait soigneusement pourvu son navire d'appareils propres à pêcher le gigantesque cétacé. Un baleinier n'eût pas été mieux armé. Nous possédions tous les engins connus, depuis le harpon qui se lance à la main, jusqu'aux flèches barbelées des espingoles et aux balles explosibles des carnadières. Donc, l'Abraham Lincoln ne manquait d'aucun moyen de destruction, mais il avait mieux encore. Il avait Ned Land, le roi des harponneurs. Ned Land était un Canadien, d'une habileté de main peu commune, et qui ne connaissait pas d'égal dans son périlleux métier. Adresse et sang-froid, audace et ruse, il possédait ces qualités à un degré supérieur, et il fallait être une baleine bien maligne ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon. Ned Land avait environ 40 ans. C'était un homme de grande taille, plus de 6 pieds anglais, vigoureusement bâti, l'air grave, peu communicatif, violent parfois, et très rageur quand on le contrariait. Sa personne provoquait l'attention et surtout la puissance de son regard qui accentuait singulièrement sa physionomie. Je crois que le commandant Farragut avait sagement fait engager cet homme à son bord. Il valait tout l'équipage, à lui seul, pour l'œil et le bras. Je ne saurais le mieux comparer qu'à un télescope puissant qui serait en même temps un canon toujours prêt à partir. Qui dit canadien, dit français. Et si peu communicatif que fut Ned Land, je dois avouer qu'il se prit d'une certaine affection pour moi. Ma nationalité l'attirait sans doute. C'était une occasion pour lui de parler et pour moi d'entendre cette vieille langue de Rabelais qui est encore en usage dans quelques provinces canadiennes. La famille du harponneur était originaire du Québec et formait déjà une tribu de hardis pêcheurs à l'époque où cette ville appartenait à la France. Ned prit goût à causer et j'aimais à entendre le récit de ses aventures dans les mers polaires. Il racontait ses pêches et ses combats avec une grande poésie naturelle. Son récit prenait une forme épique et je croyais écouter quelque Homère canadien chantant l'Iliade des régions hyperboréennes. Je dépeins maintenant ce hardi compagnon tel que je le connais actuellement.
c'est que nous sommes devenus de vieux amis, unis de cette inaltérable amitié qui naît et se cimente dans les plus effrayantes conjonctures. Ah, brave Ned, je ne demande qu'à vivre 100 ans encore, pour me souvenir plus longtemps de toi. Et maintenant, quelle était l'opinion de Ned Land sur la question du monstre marin ? Je dois avouer qu'il ne croyait guère à la licorne et que, seul à bord, il ne partageait pas la conviction générale. Il évitait même de traiter ce sujet sur lequel je crus devoir l'entreprendre un jour. Comment pouvez-vous ne pas être convaincu de l'existence du cétacé que nous poursuivons ? Avez-vous donc des raisons particulières de vous montrer si incrédule ? Le harponneur me regarda pendant quelques instants avant de répondre, frappa de sa main son large front par un geste qui lui était habituel, ferma les yeux comme pour se recueillir et dit enfin « Peut-être bien, monsieur Aronnax. » Cependant, Ned, vous, un baleinier de profession, vous qui êtes familiarisé avec les grands mammifères marins, vous dont l'imagination doit aisément accepter l'hypothèse de cétacés énormes, vous devriez être le dernier à douter en de pareilles circonstances. C'est ce qui vous trompe, monsieur le professeur. Que le vulgaire croit à des comètes extraordinaires qui traversent l'espace, ou à l'existence de monstres antédiluviens qui peuplent l'intérieur du globe, passe encore. Mais ni l'astronome, ni le géologue n'admettent de telles chimères. De même le baleinier. J'ai poursuivi beaucoup de cétacés. J'en ai harponné un grand nombre. J'en ai tué plusieurs. Mais si puissants et si bien armés qu'ils fussent, ni leur queue, ni leur défense n'auraient pu entamer les plaques de tôle d'un steamer. Cependant, Ned, on cite des bâtiments que la dent du narval a traversés de part en part. Des navires en bois, c'est possible. Et encore, je ne les ai jamais vus. Donc, jusqu'à preuve contraire, je nie que baleine, cachalot ou licorne puissent produire un pareil effet. Écoutez-moi, Ned. Non, monsieur le professeur, non. Tout ce que vous voudrez, excepté cela. Un poulpe gigantesque, peut-être. Encore moins, Ned. Le poulpe n'est qu'un mollusque, et ce nom même indique le peu de consistance de ses chairs. Eut-il 500 pieds de longueur, le poulpe, qui n'appartient point à l'embranchement des vertébrés, est tout à fait inoffensif pour des navires tels que le Scotia ou l'Abraham Lincoln. Il faut donc rejeter au rang des fables les prouesses des krakens ou autres monstres de cette espèce. Alors, monsieur le naturaliste, vous persistez à admettre l'existence d'un énorme cétacé. Oui, Ned, je vous le répète, avec une conviction qui s'appuie sur la logique des faits. Je crois à l'existence d'un mammifère puissamment organisé, appartenant à l'embranchement des vertébrés, comme les baleines, les cachalots ou les dauphins, et muni d'une défense cornée dont la force de pénétration est extrême. Remarquez, mon digne Canadien, que si un tel animal existe, s'il habite les profondeurs de l'océan, s'il fréquente les couches liquides situées à quelques milles au-dessous de la surface des eaux, il possède nécessairement un organisme dont la solidité défie toute comparaison. Et pourquoi cet organisme si puissant ? Mais parce qu'il faut une force incalculable pour se maintenir dans les couches profondes et résister à leur pression. Vraiment ? Vraiment. Et quelques chiffres vous le prouveront, sans peine. Oh, les chiffres. On fait ce qu'on veut avec les chiffres. En affaires, Ned, mais non en mathématiques. Écoutez-moi. Admettons que la pression d'une atmosphère soit représentée par la pression d'une colonne d'eau haute de 32 pieds. En réalité, la colonne d'eau serait d'une moindre hauteur, puisqu'il s'agit de l'eau de mer dont la densité est supérieure à celle de l'eau douce. Eh bien, quand vous plongez, Ned, autant de fois 32 pieds d'eau au-dessus de vous, autant de fois votre corps supporte une pression égale à celle de l'atmosphère, c'est-à-dire 2 kg par chaque centimètre carré de sa surface. Il suit de là qu'à 320 pieds, cette pression est de 10 atmosphères, de 100 atmosphères à 3200 pieds, et de 1000 atmosphères à 32 000 pieds, soit 2 lieues et demie environ. Ce qui équivaut à dire que si vous pouviez atteindre cette profondeur dans l'océan, chaque centimètre carré de la surface de votre corps subirait une pression de 1000 kg. Or, mon brave Ned, savez-vous ce que vous avez de centimètres carrés en surface ? Je ne m'en doute pas, monsieur Aronnax. Environ 17 000. Tant que cela ? Et comme en réalité, la pression atmosphérique est un peu supérieure au poids d'un kilogramme par centimètre carré, vos 17 000 centimètres carrés supportent en ce moment une pression de 17 568 kg.
Tant que je ne m'en aperçoive. Sans que vous vous en aperceviez. Et si vous n'êtes pas écrasé par une telle pression, c'est que l'air pénètre à l'intérieur de votre corps avec une pression égale. De là, un équilibre parfait entre la poussée intérieure et la poussée extérieure qui se neutralise, ce qui vous permet de les supporter sans peine. Mais dans l'eau, c'est autre chose. Oui, je comprends. Parce que l'eau m'entoure et ne me pénètre pas. Précisément, Ned. Sinon, à 32 pieds au-dessous de la surface de la mer, vous subiriez une pression de 17 168 kg. À 320 pieds, 10 fois cette pression, soit 175 680 kg. À 3200 pieds, 100 fois cette pression, soit 17 600 kg. À 32 000 pieds, enfin 1000 fois cette pression, soit 17 500, 68 000 kg. C'est-à-dire que vous seriez aplati, comme si l'on vous retirait des plateaux d'une machine hydraulique. Diable! Eh bien, mon digne harponneur, si des vertébrés longs de plusieurs centaines de mètres et gros à proportion se maintiennent à de pareilles profondeurs, eux, dont la surface est représentée par des millions de centimètres carrés, c'est par milliards de kilogrammes qu'il faut estimer la poussée qu'ils subissent. Calculez alors quelle doit être la résistance de leur charpente osseuse et la puissance de leur organisme pour résister à de telles pressions. Il faut qu'il soit fabriqué en plaques de tôle de 8 pouces, comme les frégates cuirassées. Comme vous dites, Ned. Et songez alors au ravage que peut produire une pareille masse lancée avec la vitesse d'un express contre la coque d'un navire. En effet, peut-être. Eh bien, vous ai-je convaincu? Vous m'avez convaincu d'une chose, monsieur le naturaliste, c'est que si de tels animaux existent au fond des mers, il faut nécessairement qu'ils soient aussi forts que vous le dites. Mais s'ils n'existent pas, entêté harponneur, comment expliquez-vous l'accident arrivé au Scotia? C'est peut-être Allez donc. parce que ça n'est pas vrai. Chapitre 5. À l'aventure. Le voyage de l'Abraham Lincoln, pendant quelque temps, ne fut marqué par aucun incident. Cependant, une circonstance se présenta qui mit en relief la merveilleuse habileté de Ned Land et montra quelle confiance on devait avoir en lui. Au large des Malouines, le 30 juin, la frégate communiqua avec des baleiniers américains et nous apprîmes qu'ils n'avaient eu aucune connaissance du narwal. Mais l'un d'eux, le capitaine d'une Monroe, sachant que Ned Land était embarqué à bord de l'Abraham Lincoln, demanda son aide pour chasser une baleine qui était en vue. Le commandant Farragut, désireux de voir Ned Land à l'œuvre, l'autorisa à se rendre à bord du Monroe. Et le hasard servit si bien notre Canadien qu'au lieu d'une baleine, il en harponna 2 d'un coup double, frappant l'une droit au cœur et s'emparant de l'autre après une poursuite de quelques minutes. Décidément, si le monstre a jamais affaire au harpon de Ned Land, je ne parierai pas pour le monstre. La frégate prolongea la côte sud-est de l'Amérique avec une rapidité prodigieuse. Le 3 juillet, nous étions à l'ouvert du détroit de Magellan, à la hauteur du cap des Vierges. Mais le commandant Farragut ne voulut pas prendre ce sinueux passage et manœuvra de manière à doubler le Cap Horn. L'équipage lui donna raison à l'unanimité. Et en effet, était-il probable que l'on pût rencontrer le narwal dans ce détroit resserré ? Bon nombre de matelots affirmaient que le monstre n'y pouvait passer, qu'il était trop gros pour cela. Le 6 juillet, vers 3 heures du soir, l'Abraham Lincoln, à 15 milles dans le sud, doubla cet îlot solitaire, ce roc perdu à l'extrémité du continent américain auquel des marins hollandais imposèrent le nom de leur villa natale, le Cap Horn. La route fut donnée vers le nord-ouest et le lendemain, l'hélice de la frégate battit enfin les eaux du Pacifique. « Ouvre l'œil !» répétaient les matelots de l'Abraham Lincoln. Et ils l'ouvraient démesurément, les yeux et les lunettes un peu éblouis, il est vrai, par la perspective de $2000, ne restèrent pas un instant au repos. Jour et nuit, on observait la surface de l'océan et les nyctalopes, dont la faculté de voir dans l'obscurité accroissait les chances de 50%, avaient beau jeu pour gagner la prime. Moi, que l'appât de l'argent n'attirait guère, je n'étais pourtant pas le moins attentif du bord. Ne donnant que quelques minutes au repas, quelques heures au sommeil, indifférent au soleil ou à la pluie, je ne quittais plus le pont du navire.
Tantôt penché sur les bastingages du gaillard d'avant, tantôt appuyé à la lisse de l'arrière, je dévorais d'un œil avide les cotonneux sillages qui blanchissaient la mer jusqu'à perte de vue. Et que de fois j'ai partagé l'émotion de l'état-major, de l'équipage, lorsque quelque capricieuse baleine élevait son dos noirâtre au-dessus des flots. Le pont de la frégate se peuplait en un instant. Les capots vomissaient un torrent de matelots et d'officiers. Chacun, la poitrine haletante, l'œil trouble, observait la marche du cétacé. Je regardais à en user ma rétine, à en devenir aveugle, tandis que Conseil, toujours flegmatique, me répétait d'un ton calme. Si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller ses yeux, monsieur verrait bien davantage. Mais vaine émotion. L'Abraham Lincoln modifiait sa route, courait sur l'animal signalé, simple baleine ou cachalot vulgaire, qui disparaissait bientôt au milieu d'un concert d'imprécations. Cependant, le temps restait favorable. Le voyage s'accomplissait dans les meilleures conditions. C'était alors la mauvaise saison australe, car le juillet de cette zone correspond à notre janvier d'Europe. Mais la mer se maintenait belle et se laissait facilement observer dans un vaste périmètre. Ned Land montrait toujours la plus tenace incrédulité. Il affectait même de ne point examiner la surface des flots en dehors de son temps de bordée, du moins quand aucune baleine n'était en vue. Et pourtant, sa merveilleuse puissance de vision aurait rendu de grands services. Mais 8 heures sur 12, cet entêté Canadien lisait ou dormait dans sa cabine. 100 fois, je lui reprochais son indifférence. Bah, il n'y a rien, monsieur Aronnax. Y eut-il quelque animal? Quelle chance avons-nous de l'apercevoir? Est-ce que nous ne courons pas à l'aventure? On a revu, dit-on, cette bête introuvable dans les hautes mers du Pacifique. Je veux bien l'admettre, mais 2 mois déjà se sont écoulés depuis cette rencontre. Et à s'en rapporter au tempérament de votre narval, il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages. Il est doué d'une prodigieuse facilité de déplacement. Or, vous le savez mieux que moi, monsieur le professeur, la nature ne fait rien à contresens. Et elle ne donnerait pas à un animal, lent de sa nature, la faculté de se mouvoir rapidement, s'il n'avait pas besoin de s'en servir. Donc, si la bête existe, elle est déjà loin. À cela, je ne savais que répondre. Évidemment, nous marchions en aveugle. Mais le moyen de procéder autrement... Aussi, nos chances étaient-elles fort limitées. Cependant, personne ne doutait encore du succès, et pas un matelot du bord n'eût parié contre le narval et contre sa prochaine apparition. Le 20 juillet, le tropique du Capricorne fut coupé par 105 degrés de longitude, et le 27 du même mois, nous franchissions l'équateur sur le 110e méridien. Nous étions enfin sur le théâtre des derniers ébats du monstre. Pour tout dire, on ne vivait plus à bord. Les cœurs palpitaient effroyablement et se préparaient pour l'avenir d'incurable anévrisme. L'équipage entier subissait une surexcitation nerveuse dont je ne saurais donner l'idée. On ne mangeait pas, on ne dormait plus. 20 fois par jour, une erreur d'appréciation, une illusion d'optique de quelques matelots perchés sur les barres, causait d'intolérables douleurs, et ces émotions, 20 fois répétées, nous maintenaient dans un état d'éréthisme trop violent pour ne pas amener une réaction prochaine. Et en effet, la réaction ne tarda pas à se produire. Pendant 3 mois, l'Abraham Lincoln sillonna toutes les mers septentrionales du Pacifique, courant aux baleines signalées, faisant de brusques écarts de route, virant subitement d'un bord sur l'autre, s'arrêtant soudain, forçant ou renversant sa vapeur, coup sur coup, au risque de déniveler sa machine, et il ne laissa pas un point inexploré des rivages du Japon à la côte américaine. Et rien que l'immensité des flots déserts, rien qui ressemblât à un narval gigantesque, ni à un îlot sous-marin, ni à une épave de naufrage, ni à un écueil fuyant, ni à quoi que ce fût de surnaturel. La réaction se fit donc. Le découragement s'empara d'abord des esprits et on ouvrit une brèche à l'incrédulité. Un nouveau sentiment se produisit à bord, qui se composait de 3 dixièmes de honte contre 7 dixièmes de fureur. On était tout bête de s'être laissé prendre à une chimère, mais encore plus furieux.
Les montagnes d'arguments entassés depuis un an s'écroulèrent à la fois et chacun ne songea plus qu'à se rattraper aux heures de repas ou de sommeil du temps qu'il avait si sottement sacrifié. Avec la mobilité naturelle à l'esprit humain, d'un excès, on se jeta dans un autre. Les plus chauds partisans de l'entreprise devinrent fatalement ses plus ardents détracteurs. La réaction monta des fonds du navire, du poste des soutiers jusqu'au carré de l'état-major, et certainement, sans un entêtement très particulier du commandant Farragut, la frégate eut définitivement remis le cap au sud. Cependant, cette recherche inutile ne pouvait se prolonger plus longtemps. L'Abraham Lincoln n'avait rien à se reprocher, ayant tout fait pour réussir. Jamais équipage d'un bâtiment de la marine américaine ne montra plus de patience et plus de zèle. Son insuccès ne saurait lui être imputé. Il ne restait plus qu'à revenir. Une représentation dans ce sens fut faite au commandant. Le commandant tint bon. Les matelots ne cachèrent point leur mécontentement et le service en souffrit. Je ne veux pas dire qu'il y eut révolte à bord, mais après une raisonnable période d'obstination, le commandant Farragut, comme autrefois Colomb, demanda 3 jours de patience. Si dans le délai de 3 jours, le monstre n'avait pas paru, l'homme de barre donnerait 3 tours de roue et l'Abraham Lincoln ferait route vers les mers européennes. Cette promesse fut faite le 2 novembre. Elle eut tout d'abord pour résultat de ranimer les défaillances de l'équipage. L'océan fut observé avec une nouvelle attention. Chacun voulait lui jeter ce dernier coup d'œil dans lequel se résume tout le souvenir. Les lunettes fonctionnèrent avec une activité fiévreuse. C'était un suprême défi porté au narval géant, et celui-ci ne pouvait raisonnablement se dispenser de répondre à cette sommation à comparaître. 2 jours se passèrent. L'Abraham Lincoln se tenait sous petite vapeur. On employait 1000 moyens pour éveiller l'attention ou stimuler l'apathie de l'animal au cas où il se fût rencontré dans ces parages. D'énormes quartiers de lard furent mis à la traîne pour la plus grande satisfaction des requins, je dois le dire. Les embarcations rayonnèrent dans toutes les directions autour de l'Abraham Lincoln pendant qu'il mettait en panne et ne laissèrent pas un point de mer inexploré. Mais le soir du 4 novembre arriva sans que se fût dévoilé ce mystère sous-marin. Le lendemain, 5 novembre, à midi, expirait le délai de rigueur. Après le point, le commandant Farragut, fidèle à sa promesse, devait donner la route au sud-est et abandonner définitivement les régions septentrionales du Pacifique. La frégate se trouvait alors par 31,15 de latitude nord et par 136,42 de longitude est. Les terres du Japon nous restaient à moins de 200 milles sous le vent. La nuit approchait, on venait de piquer 8 heures, le gros nuage voilait le disque de la lune, alors dans son premier quartier. La mer ondulait paisiblement sous l'étrave de la frégate. En ce moment, j'étais appuyé à l'avant sur le bastingage de tribord. Conseil, posté près de moi, regardait devant lui. L'équipage, juché dans les hauts bancs, examinait l'horizon qui se rétrécissait et s'obscurcissait peu à peu. Les officiers, armés de leurs lorgnettes de nuit, fouillaient l'obscurité croissante. Parfois, le sombre océan étincelait sous un rayon que la lune dardait entre la frange de 2 nuages. Puis, toute trace lumineuse s'évanouissait dans les ténèbres. En observant Conseil, je constatai que ce brave garçon subissait tant soit peu l'influence générale. Du moins je le crus ainsi. Peut-être, et pour la première fois, ses nerfs vibraient-ils sous l'action d'un sentiment de curiosité. Allons, Conseil, voilà une dernière occasion d'empocher $2000. Que monsieur me permette de le lui dire, je n'ai jamais compté sur cette prime. Mais le gouvernement de l'Union pouvait promettre $100 000 et il n'en aurait pas été plus pauvre. Tu as raison, Conseil. C'est une sotte affaire, après tout, et dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement. Que de temps perdu, que d'émotions inutiles. Depuis 6 mois déjà, nous serions rentrés en France. Dans le petit appartement de monsieur, dans le muséum de monsieur. Et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur. Et le babiroussa de monsieur serait installé dans sa cage du jardin des plantes. Et il attirait tous les curieux de la capitale.
Comme tu dis, Conseil. Et sans compter, j'imagine que l'on se moquera de nous. Effectivement. Je pense que l'on se moquera de monsieur. Et faut-il le dire? Il faut le dire, Conseil. Eh bien, monsieur n'aura que ce qu'il mérite. Vraiment. Quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur, on ne s'expose pas. Conseil ne put achever son compliment. Au milieu du silence général, une voix venait de se faire entendre. C'était la voix de Ned Land, et Ned Land s'écriait « Oui, la chose en question sous le vent, par le travers à nous !» Chapitre 6. À toute vapeur. À ce cri, l'équipage entier se précipita vers le harponneur, commandant, officiers, maîtres, matelots, mousses, jusqu'aux ingénieurs qui quittèrent leurs machines, jusqu'aux chauffeurs qui abandonnèrent leurs fourneaux. L'ordre de stopper avait été donné et la frégate ne courait plus que sur son air. L'obscurité était profonde alors, et quelque bons que fussent les yeux du Canadien, je me demandais comment il avait vu ce qu'il avait pu voir. Mon cœur battait à se rompre. Mais Ned Land ne s'était pas trompé, et tous, nous aperçûmes l'objet qu'il indiquait de la main. À 2 encablures de l'Abraham Lincoln et de sa hanche de tribord, la mer semblait être illuminée par-dessus. Ce n'était point un simple phénomène de phosphorescence, et l'on ne pouvait s'y tromper. Le monstre, immergé à quelques toises de la surface des eaux, projetait cet éclat très intense mais inexplicable que mentionnaient les rapports de plusieurs capitaines. Cette magnifique irradiation devait être produite par un agent d'une grande puissance éclairante. La partie lumineuse décrivait sur la mer un immense ovale très allongé, au centre duquel se condensait un foyer ardent dont l'insoutenable éclat s'éteignait par dégradations successives. « Ce n'est qu'une agglomération de molécules phosphorescentes !» s'écria l'un des officiers. Non, monsieur, jamais les Folades ou les Salpes ne produisent une si puissante lumière. Cet éclat est de nature essentiellement électrique. D'ailleurs, voyez, il se déplace. Il se met en avant, en arrière, il s'élance. Un cri général s'éleva de la frégate. « Silence! La barre au vent, toute machine en arrière !» Les matelots se précipitèrent à la barre, les ingénieurs à leurs machines. La vapeur fut immédiatement renversée et l'Abraham Lincoln, abattant sur le bâbord, décrivit un demi-cercle. « La barre droite, machine en avant !» cria le commandant Farragut. Ses ordres furent exécutés et la frégate s'éloigna rapidement du foyer lumineux. Je me trompe. Elle voulut s'éloigner, mais le surnaturel animal se rapprocha avec une vitesse double de la sienne. « Monsieur Aronnax, je ne sais à quel être formidable j'ai affaire. Et je ne veux pas risquer imprudemment ma frégate au milieu de cette obscurité. D'ailleurs, comment attaquer l'inconnu? Comment s'en défendre? Attendons le jour, et les rôles changeront. » Vous n'avez plus de doute, commandant, sur la nature de l'animal. Non, monsieur, c'est évidemment un narval gigantesque, mais aussi un narval électrique. Peut-être ne peut-on pas plus l'approcher qu'une gymnote ou une torpille, hein? En effet, et s'il possède en lui une puissance foudroyante, c'est à coup sûr le plus terrible animal qui soit jamais sorti de la main du Créateur. C'est pourquoi, monsieur, je me tiendrai sur mes gardes. Tout l'équipage resta sur pied pendant la nuit. Personne ne songea à dormir. L'Abraham Lincoln, ne pouvant lutter de vitesse, avait modéré sa marche et se tenait sous petite vapeur. De son côté, le narval imitant la frégate se laissait bercer au gré des lames et semblait décidé à ne point abandonner le théâtre de la lutte. Vers minuit, cependant, il disparut, ou, pour employer une expression plus juste, il s'éteignit comme un gros ver luisant. Avait-il fui? Il fallait le craindre, non pas l'espérer. Mais à 1h moins 7 minutes du matin, un sifflement assourdissant se fit entendre, semblable à celui que produit une colonne d'eau chassée avec une extrême violence. Le commandant Farragut, Ned Land et moi, nous étions alors sur la dunette, jetant d'avides regards à travers les profondes ténèbres. Ned Land, vous avez souvent entendu rugir des baleines? Souvent, monsieur.
Mais jamais de pareille baleine, dont la vue m'ait rapporté 2000 $. En effet, vous avez droit à la prime. Mais dites-moi, ce bruit n'est-il pas celui que font les cétacés rejetant l'eau par leurs évents? Le même bruit, monsieur. Mais celui-ci est incomparablement plus fort. Aussi, ne peut-on s'y tromper. C'est bien un cétacé qui se tient là dans nos eaux. Avec votre permission, monsieur, nous lui dirons 2 mots demain au lever du jour. S'il est d'humeur à vous entendre, maître Land. Que je l'approche à 4 longueurs de harpon. Et il faudra bien qu'il m'écoute. Mais pour l'approcher, je devrais mettre une baleinière à votre disposition. Sans doute, monsieur. Ce sera jouer la vie de mes hommes. Et la mienne? Vers 2 heures du matin, le foyer lumineux reparut, non moins intense, à 5000 au vent de l'Abraham Lincoln. Malgré la distance, malgré le bruit du vent et de la mer, on entendait distinctement les formidables battements de queue de l'animal et jusqu'à sa respiration haletante. Il semblait qu'au moment où l'énorme narwal venait respirer à la surface de l'océan, l'air s'engouffrait dans ses poumons, comme fait la vapeur dans les vastes cylindres d'une machine de 2000 chevaux. Pensais-je. Une baleine qui aurait la force d'un régiment de cavalerie, ce serait une jolie baleine. On resta sur le qui-vive jusqu'au jour et l'on se prépara au combat. Les engins de pêche furent disposés le long des bastingages. Le second fit charger ses espingoles qui lancent un harpon à une distance d'1 mille et de longues canardières à balles explosives dont la blessure est mortelle, même aux plus puissants animaux. Ned Land s'était contenté d'affûter son harpon, arme terrible dans sa main. À 6 heures, l'aube commença à poindre et avec les premières lueurs de l'aurore disparut l'éclat électrique du narwal. À 7 heures, le jour était suffisamment fait, mais une brume matinale très épaisse rétrécissait l'horizon et les meilleures lorgnettes ne pouvaient la percer. De là, désappointement et colère. Je me hissai jusqu'au bar d'Artimon. Quelques officiers s'étaient déjà perchés à la tête des mâts. À 8 heures, la brume roula lourdement sur les flots et ses grosses volutes se levèrent peu à peu. L'horizon s'élargissait et se purifiait à la fois. Soudain, et comme la veille, la voix de Ned Land se fit entendre. La chose en question, par bâbord derrière! Tous les regards se dirigèrent vers le point indiqué. Là, à 1 mille et demi de la frégate, un long corps noirâtre émergeait d'1 mètre au-dessus des flots. Sa queue, violemment agitée, produisait un remous considérable. Jamais appareil caudal ne battit la mer avec une telle puissance. Un immense sillage, d'une blancheur éclatante, marquait le passage de l'animal et décrivait une courbe allongée. La frégate s'approcha du cétacé. Je l'examinai en toute liberté d'esprit. Les rapports du Shannon et de l'Helvetia avaient un peu exagéré ses dimensions et j'estimais sa longueur à 250 pieds seulement. Quant à sa grosseur, je ne pouvais que difficilement l'apprécier. Mais en somme, l'animal me parut être admirablement proportionné dans ses 3 dimensions. Pendant que j'observais cet être phénoménal, 2 jets de vapeur et d'eau s'élancèrent de ses évents et montèrent à une hauteur de 40 mètres, ce qui me fixa sur son mode de respiration. J'en conclus définitivement qu'il appartenait à l'embranchement des vertébrés, classe des mammifères. L'équipage attendait impatiemment les ordres de son chef. Celui-ci, après avoir attentivement observé l'animal, fit appeler l'ingénieur. L'ingénieur accourut. « Monsieur, vous avez de la pression ? Oui, monsieur. Bien, forcez vos feux, et à toute vapeur. » L'heure de la lutte avait sonné. Quelques instants après, les 2 cheminées de la frégate vomissaient des torrents de fumée noire, et le pont frémissait sous le tremblotement des chaudières. L'Abraham Lincoln, chassé en avant par sa puissante hélice, se dirigea droit sur l'animal. Celui-ci le laissa indifféremment s'approcher à une demi-encablure. Puis, dédaignant de plonger, il prit une petite allure de fuite et se contenta de maintenir sa distance. Cette poursuite se prolongea pendant 3 quarts d'heure environ, sans que la frégate gagnât 2 toises sur le cétacé. Il était évident qu'à marcher ainsi, on ne l'atteindrait jamais.
Le commandant Farragut tordait avec rage l'épaisse touffe de poils qui foisonnait sous son menton. « Ned Land !» Le Canadien vint à l'ordre. « Eh bien, maître Land, me conseillez-vous encore de mettre mes embarcations à la mer? Non, monsieur, car cette bête-là ne se laissera prendre que si elle le veut bien. Que faire alors? Forcez de vapeur, si vous le pouvez, monsieur. Pour moi, avec votre permission s'entend, je vais m'installer sous les sous-barbes de Beaupré. Et si nous arrivons à la longueur de harpon, je harponne. » Allez, Ned! Ingénieur! Faites monter la pression! Ned Land se rendit à son poste, les feux furent plus activement poussés, l'hélice donna 43 tours à la minute et la vapeur fusa par les soupapes. Le log jeté, on constata que l'Abraham Lincoln marchait à raison des 18 5 dixièmes à l'heure. Mais le maudit animal filait aussi avec une vitesse de 18 5 dixièmes. Pendant 1 heure encore, la frégate se maintint sous cette allure, sans gagner une toise. C'était humiliant pour l'un des plus rapides marcheurs de la marine américaine. Une sourde colère courait parmi l'équipage. Les matelots injuriaient le monstre, qui d'ailleurs dédaignait de leur répondre. Le commandant Farragut ne se contentait plus de tordre sa barbiche, il la mordait. L'ingénieur fut encore une fois appelé. « Vous avez atteint votre maximum de pression Oui, monsieur. et vos soupapes sont chargées. À 6 atmosphères et demie. Chargez-les à 10 atmosphères. » Voilà un ordre américain s'il en fut. On n'eût pas mieux fait sur le Mississippi pour distancer une concurrence. Conseil, sais-tu bien que nous allons probablement sauter? Comme il paiera, monsieur. Eh bien, je l'avouerai, cette chance, il ne me déplaisait pas de la risquer. Les soupapes furent chargées, le charbon s'engouffra dans les fourneaux, les ventilateurs envoyèrent des torrents d'air sur les brasiers. La rapidité de l'Abraham Lincoln s'accrut. Ses mâts tremblaient jusque dans leurs emplantures, et les tourbillons de fumée pouvaient à peine trouver passage par les cheminées trop étroites. On jeta le loch une seconde fois, « Eh bien, timonier, demanda le commandant Farragut. 19 3 dixièmes, monsieur. forcez les feux !» L'ingénieur obéit. Le manomètre marqua 10 atmosphères. Mais le cétacé chauffa, lui aussi sans doute, car sans se gêner, il fila ses 19 3 dixièmes. Quelle poursuite! Non, je ne puis décrire l'émotion qui faisait vibrer tout mon être. Ned Land se tenait à son poste, le harpon à la main. Plusieurs fois, l'animal se laissa approcher. « Nous le gagnons! Nous le gagnons !» Puis, au moment où il se disposait à frapper, le cétacé se dérobait avec une rapidité que je ne puis estimer à moins de 30 000 à l'heure. Et même pendant notre maximum de vitesse, ne se permit-il pas de narguer la frégate en faisant le tour? Un cri de fureur s'échappa de toutes les poitrines. À midi, nous n'étions pas plus avancés qu'à 8 heures du matin. Le commandant Farragut se décida alors à employer des moyens plus directs. Cet animal-là va plus vite que l'Abraham Lincoln. Eh bien, nous allons voir s'il distancera ces boulets coniques. Maître, des hommes à la pièce de l'avant. Le canon de Gaillard fut immédiatement chargé et braqué. Le coup partit, mais le boulet passa quelques pieds au-dessus du cétacé qui se tenait à un demi-mille. À un autre plus adroit. Et 500 $ à qui percera cette infernale bête. Un vieux canonnier à barbe grise, que je vois encore, l'œil calme, la physionomie froide, s'approcha de sa pièce, la mit en position et visa longtemps. Une forte détonation éclata, à laquelle se mêlèrent les hurrahs de l'équipage. Le boulet atteignit son but. Il frappa l'animal, mais non pas normalement. Et glissant sur sa surface arrondie, il alla se perdre à 2000 en mer. Ah ça! Ce gueux-là est donc blindé avec des plaques de 6 pouces. Malédiction! S'écria le commandant Farragut. La chasse recommença, et le commandant Farragut, se penchant vers moi, me dit « Je poursuivrai l'animal jusqu'à ce que ma frégate éclate. » Oui, et vous aurez raison. On pouvait espérer que l'animal s'épuiserait et qu'il ne serait pas indifférent à la fatigue comme une machine à vapeur. Mais il n'en fut rien.
Les heures s'écoulèrent sans qu'il donnât aucun signe d'épuisement. Cependant, il faut dire à la louange de l'Abraham Lincoln qu'il lutta avec une infatigable ténacité. Je n'estime pas à moins de 500 kilomètres la distance qu'il parcourut pendant cette malencontreuse journée du 6 novembre. Mais la nuit vint et enveloppa de ses ombres le houleux océan. En ce moment, je crus que notre expédition était terminée et que nous ne reverrions plus jamais le fantastique animal. Je me trompais. À 10h50 du soir, la clarté électrique réapparut, à 3000 au vent de la frégate, aussi pure, aussi intense que pendant la nuit dernière. Le narval semblait immobile. Peut-être, fatigué de sa journée, dormait-il, se laissant aller à l'ondulation des lames. Il y avait là une chance dont le commandant Farragut résolut de profiter. Il donna ses ordres. L'Abraham Lincoln fut tenu sous petite vapeur et s'avança prudemment pour ne pas éveiller son adversaire. Il n'est pas rare de rencontrer en plein océan des baleines profondément endormies que l'on attaque alors avec succès, et Ned Land en avait harponné plus d'une pendant son sommeil. Le Canadien alla reprendre son poste dans les sous-barbes du Beaupré. La frégate s'approcha sans bruit, stoppa à 2 encablures de l'animal et courut sur son air. On ne respirait plus à bord. Un silence profond régnait sur le pont. Nous n'étions pas à 100 pieds du foyer ardent, dont l'éclat grandissait et éblouissait nos yeux. En ce moment, penché sur la lisse du gaillard d'avant, je voyais au-dessous de moi Ned Land accroché d'une main à la martingale, de l'autre brandissant son terrible harpon. 20 pieds à peine le séparaient de l'animal immobile. Tout d'un coup, son bras se détendit violemment et le harpon fut lancé. J'entendis le choc sonore de l'arme qui semblait avoir heurté un corps dur. La clarté électrique s'éteignit soudain et 2 énormes trombes d'eau s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des dromes. Un choc effroyable se produisit et, lancé par-dessus la lisse, sans avoir le temps de me retenir, je fus précipité à la mer.